Alors, on peut également vous présenter les cas de la déclaration des éléments imposables en matière d'impôt foncier. Le premier cas, s'il adviendrait qu'on a identifié un déclarant illettré, comment est-ce qu'on peut se comporter? Dans ce cas-là, si le déclarant est illettré, il doit maintenant apposer l'empreinte digitale du pouce droit à la place de la signature. Ça, c'est l'article 34 de l'ordonnance loi précitée. Alors, il y a un autre cas, c'est le cas de la déclaration de perte ou d'acquisition d'exemption. En cas de perte ou d'acquisition d'une exemption quelconque, tel que ça a été cité aux articles 2 à 5 de notre ordonnance loi, le propriétaire doit en informer l'administration fiscale des impôts dans un délai d'1 mois. Et ça, c'est l'esprit de l'article 36 au niveau du paragraphe 2. Alors, une autre situation, c'est l'obligation de déclaration. À ce niveau, les redevables de l'impôt foncier doivent souscrire une déclaration distincte par la localité ainsi que par ressort de vérification. Donc, les redevables de l'impôt foncier doivent souscrire une déclaration distincte par localité, ou soit par les rats de localité, ainsi que par les ressorts de vérification. Alors, concernant les contenus de la déclaration, ce que nous devons retenir sur ces points, la déclaration doit mentionner tous les bâtiments situés sur une même parcelle, c'est-à-dire imposable ou non, ainsi que la superficie de chaque parcelle. Alors, nous pouvons également vous présenter la déclaration ou bien les formulaires de la déclaration de l'impôt foncier, tel que vous venez de constater devant votre écran. C'est ça, en fait, les formulaires de la déclaration de l'impôt foncier. Ici, je me suis inspiré du modèle de la déclaration du Lualaba. Donc, c'est ça le modèle que j'ai trouvé. Mais chaque province peut avoir son propre formulaire. Alors, quels sont les éléments que nous pouvons retrouver dans cette déclaration? Nous avons, premièrement, la localité. Il faut indiquer les rats de localité de votre immeuble ou bien de votre terrain. Vous devez également indiquer, n'est-ce pas, tout ce qui est comme numéro de dépôt, ainsi que les sceaux. On peut indiquer également l'exercice fiscal. Il faut mettre l'année. Alors, en termes d'identification du redevable, premièrement, le redevable doit indiquer son nom, son poste-nom, son prénom, si c'est une personne physique. Mais si c'est une personne morale, le redevable doit indiquer la raison sociale de son entreprise. Et il peut également mettre les sigles de son entreprise à ce niveau-là. Alors, il faut également indiquer le numéro d'identification du contribuable. Vous indiquez ça là-bas. Vous pouvez indiquer les numéros du registre des commerces. Si vous en avez, vous mettez ça là-bas. Et on pouvait également retrouver les numéros d'enregistrement national. Vous complétez ça là-bas si vous en avez. Vous pouvez également indiquer les numéros de votre téléphone. Vous pouvez indiquer votre adresse mail ainsi que votre adresse physique. Là, c'est pour, n'est-ce pas, l'identification du redevable. Alors, concernant la quatrième partie, pour le calcul de l'impôt foncier, vous devez maintenant compléter les montants de l'impôt foncier dit. Vous complétez ça là-bas. Ici, il n'y a pas beaucoup de choses à calculer parce que les impôts réels ont souvent des taux qui sont forfaitaires, des taux qu'on a déjà fixés en avance en termes d'argent. Les taux ne sont pas exprimés en pourcentage. Donc, on sait déjà si vous êtes situé dans tel rade de localité, une fois que vous maîtrisez votre nature d'immeuble,
directement, vous maîtrisez les montants de l'impôt que vous devez payer et c'est ces montants que vous devez mettre à ce niveau. Alors, cette partie ici, c'est une partie réservée à l'administration fiscale. Donc, les redevables ne peuvent rien mettre, n'est-ce pas, dans cette partie-ci. Alors, les redevables peuvent également indiquer la date du paiement, le montant de l'impôt qu'il a payé. Il peut même indiquer la banque où le montant a été payé et voir même la référence de la preuve de paiement. Un autre élément qu'on peut retrouver sur la déclaration, il s'agit des annexes. Il y a des annexes qu'on peut retrouver. Alors, par exemple, dans ce tableau, on met les détails de tout ce qui est comme propriété. Alors, ici, on nous montre les numéros, n'est-ce pas, des propriétés. Ici, il faut indiquer la nature du bien. OK? On peut indiquer ça sous forme de code. OK? Si c'est une villa, il faut indiquer. Si c'est un appartement. Et il y a des codes qu'on va voir tout à l'heure qu'on peut tout simplement compléter. C'est par exemple, si c'est une villa, vous pouvez tout simplement mettre VI, c'est-à-dire c'est une villa. OK? On va vous montrer tout ce qui est comme code à compléter dans cette colonne ici. Alors, vous pouvez également indiquer tout ce qui est comme adresse, tout ce qui est comme numéro, avenue, voire même les quartiers. Il faut indiquer ça dans cette colonne ici. Vous pouvez ensuite indiquer votre commune. Vous pouvez indiquer les rats de localité. Si c'est le premier, deuxième, troisième ou quatrième rat, il faut indiquer ça selon les différentes propriétés que vous avez. Vous pouvez également indiquer l'usage de votre propriété. Vous utilisez votre propriété dans quel objectif? Est-ce que c'est pour l'habitation et consort? Et là aussi, il y a des codes à compléter. Donc, on peut dire par exemple 1, c'est pour l'habitation, 2, c'est pour soit l'élevage, ainsi de suite. Alors, vous pouvez également indiquer la superficie imposable dans cette colonne. Vous indiquez les taux. Et vers la fin, vous pouvez indiquer les montants de l'impôt dû. Il faut indiquer ça dans cette dernière colonne ici. Voilà. Alors, ce tableau ici, c'est un tableau réservé à l'administration fiscale. C'est l'administration fiscale qui doit compléter ce tableau. Et comme je vous ai dit, nous avons des codes ici pour compléter les tableaux précédents. Par exemple, si on nous dit VI, c'est pour les villas, AP, c'est pour l'appartement, AT, c'est pour les autres immeubles, ainsi de suite. Alors ici, on nous montre les codes pour l'usage. Par exemple, 1, c'est pour l'habitation, 2, c'est pour les commerces, 3, c'est pour l'industrie, ainsi de suite. Ce sont là les différents codes qu'on vous a dit que vous pouvez utiliser pour compléter ce tableau ici. OK, par exemple, ici, pour l'usage 1, c'est l'habitation, 2, c'est pour les commerces, 3, c'est pour l'industrie, ainsi de suite. OK? Et pour les cas de nature d'immeuble, on vous a dit VI, c'est pour les villas, AP, c'est l'appartement, ainsi de suite. Alors, nous avons ce tableau ici, c'est un tableau qui montre tout simplement les différentes consignes pour compléter cette déclaration que nous venons déjà de vous montrer comment la compléter. Et ici, on a présenté les différents taux de l'impôt foncier dans cette province. Et comme vous le constatez, ce sont là les différents taux de l'impôt foncier pour les villas personnes morales. On a mis les taux selon les rats de localité. Okay? Pour les villas personnes physiques, on met les taux et en fonction des rats de localité, ainsi de suite. Donc ça, c'est les taux qu'on a utilisés dans le cas de cette régie financière provinciale. Voilà, c'est la fin de cette présentation concernant l'impôt foncier. Pour la suite, on va poursuivre avec l'impôt sur les véhicules. Merci et à très bientôt.